Bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo sur l'analyse de signaux aléatoires. Alors cette séquence vidéo clôturera un petit peu les séquences vidéo sur les signaux à temps continu. Donc nous allons voir dans cette séquence vidéo des éléments sur le filtrage des signaux, les signaux aléatoires, la notion de densité spectrale de puissance, la notion de filtrage de signaux aléatoires, la notion de rapport signal sur bruit. Alors au sommaire de cette séquence, révision un petit peu de la notion de densité spectrale de puissance et de la notion de filtrage de signaux aléatoires. Alors, j'ai choisi comme exemple la transmission de signaux numériques, donc ce sont des bits, ce sont une séquence de 0 et de 1 qui va être transmise et qui malheureusement est bruitée. Donc à cette séquence, au signal aléatoire x de t, je rajoute un bruit n de t, qui est un bruit aléatoire, et j'obtiens le signal y de t. Alors bien sûr, l'objectif, ça va être, observant le signal y de t, observant sa densité spectrale de puissance, quel filtre peut-on réaliser? Donc l'objectif, ce sera un petit peu de réfléchir à quel filtre on peut réaliser pour obtenir un signal Z de t qui se rapproche le plus possible du signal X de t. Voilà. Alors, toutes ces simulations ont été réalisées avec le logiciel MATLAB. J'ai choisi de faire une numérisation des signaux avec une fréquence d'échantillonnage de 40 kHz, ce qui fait que un échantillon il y a un échantillon toutes les 25 microsecondes. La séquence X de t, j'ai choisi d'émettre une séquence de 10 000 bits et la durée d'un bit est égale à 100 échantillons, c'est-à-dire 100 fois 25 microsecondes. 10 000 bits avec 100 échantillons, ce qui fait que tous les signaux qui sont présents dans cette simulation ont une longueur de 1 million d'échantillons. Au niveau des différentes puissances, la puissance de notre signal d'entrée, c'est 1 volt carré, et la puissance du bruit n de t, ce sera de 4 volts carrés. Voilà. Alors observons tout d'abord les signaux. Donc le signal d'entrée x de t, donc c'est un signal qui varie entre plus 1 et moins 1. Il code des 1 et des 0, donc chaque fois que vous avez un 0, vous codez par un niveau moins 1. Quand vous avez un 1, vous codez par un niveau plus 1. Donc voici le diagramme temporel du signal x de t. Alors la puissance du signal x de t, on a vu que la puissance du signal x de t, c'est x de t au carré valeur moyenne. Donc étant donné que le signal x de t varie entre plus 1 et moins 1, sa puissance c'est 1 volt carré. Si on regarde toujours le signal x de t, mais on essaye de le caractériser spectralement, donc on a vu dans les séquences vidéo précédentes qu'on caractérise les signaux aléatoires par leur densité spectrale de puissance. Donc j'ai illustré la densité spectrale de puissance du signal x de t avec la méthode du périodogramme. Alors j'ai utilisé 100 réalisations avec chacune 10 puissance 4 échantillons, et on a fait pour chaque réalisation la transformée de Fourier en modulo carré suivie d'une division par 1 sur t et prise de valeur moyenne, et voici ce que l'on obtient au niveau densité spectrale de puissance du signal x de t. Alors si nous faisons un zoom, on voit que, alors bien sûr c'est une représentation en échelle logarithmique, et bien nous voyons que dans x de t, il y a une grande partie de la puissance qui va être située dans le lobe principal, c'est-à-dire entre 0 et 400 Hz. Pourquoi? Parce que le débit binaire, c'est 400 bits par seconde, donc ça correspond à une densité spectrale de puissance qui est un sinus cardinal qui s'annule tous les 400 Hz, donc ça s'annule à 400 Hz, à 800, etc. Et comme je vous l'ai dit, une grande partie de la puissance sera située dans le lobe principal de la densité spectrale de puissance du signal x de t. Deuxième signal présent dans cette simulation, c'est le bruit. Alors voici un chronogramme temporel de notre bruit. Donc la puissance de ce signal, c'est 4 volts carrés, c'est-à-dire que si vous faites n de t au carré valeur moyenne, eh bien vous trouvez 4 volts carrés. Voici un zoom du signal n de t, donc c'est un signal, il est aléatoire. Alors la question que l'on peut se poser, c'est quelle est sa densité de probabilité? Donc si on veut avoir une idée de la densité de probabilité des amplitudes du signal n de t, eh bien on a vu qu'il y avait
une estimation possible à base d'histogramme. Et donc on va réaliser l'histogramme du signal N de t. Donc voici un tracé en bleu, hein. C'est en bleu, de l'histogramme du signal N de t. Et en rouge ici, hein, superposé, j'ai superposé la loi gaussienne qui aurait la même moyenne et la même variance que le signal N de t. On s'aperçoit bien sûr que l'histogramme du signal N de t colle parfaitement avec une densité de probabilité des amplitudes qui est gaussienne. Donc on peut dire que notre signal N de t, c'est un signal qui a une statistique des amplitudes qui est gaussienne. Deuxième façon de voir le signal N de t, c'est de le voir dans le domaine spectral, donc tracé de la densité spectrale de puissance du signal N de t, toujours avec la méthode du périodogramme, sans réalisation de 10 puissance 4 échantillons, et on obtient cette densité spectrale de puissance là, c'est-à-dire qu'on a un bruit qui a une densité spectrale de puissance constante, quelle que soit la fréquence. Donc en bleu, on voit le signal et en vert, on voit le bruit. Alors, si on intègre le signal bleu, c'est-à-dire vous intégrez le bleu, on va trouver 1 volt carré. Si au contraire, on intègre le signal vert, on va trouver 4 volts carrés. Donc là, on peut voir avec les deux densités spectrales de puissance que l'intégrale du vert va être plus grande que l'intégrale du signal bleu. Et bien sûr, puisqu'il y en a un qui a une puissance de 1 et l'autre une puissance de 4. Par contre, on voit que dans la bande entre plus et moins 400 Hz, le signal bleu a une puissance plus grande, une densité de puissance plus grande que le signal vert. Maintenant, regardons, intéressons-nous au signal Y de t. Donc le signal Y de t, c'est le signal X de t plus N de t. Voici en rouge le chronogramme du signal Y de t. Et j'ai superposé en bleu le signal X de t. Donc lorsqu'on voit de loin le signal rouge, le signal Y de t, c'est compliqué. Il est assez difficile de voir les valeurs, les bits du signal X de t. Alors quelle est la puissance du signal Y? Ben, la puissance du signal Y, si on calcule Y de t au carré, valeur moyenne, ben, on va trouver 5 volts carrés. Alors, X et N étant indépendants, on peut écrire que SY, c'est SX de F plus Sn de F, et donc la puissance de Y, ça va être la puissance de X plus la puissance de N. Pourquoi? Parce que les deux signaux X de t et N de t sont indépendants, c'est-à-dire n'ont aucun rapport entre eux. Donc X de t puissance 1, N de t puissance 4, Y de t a une puissance de 5 volts carrés. Si on observe maintenant le signal Y de t du point de vue spectral, toujours en traçant l'histogramme, on a la densité spectrale de puissance de Y qui est la courbe dessinée en rouge, et on peut vérifier que la densité spectrale de puissance de Y, c'est la densité spectrale de puissance de X plus la densité spectrale de puissance de N. Donc ici c'est un zoom, hein, et voici donc le signal Y de t. Alors dans le signal Y de t, on a cette chose-là qui est plutôt quelque chose qui est fonction du signal X de t, et puis toute cette zone-là qui est ici, qui est plutôt liée au bruit. Donc l'objectif, c'est de mettre un filtre, hein, et donc quel filtre on peut mettre, quel filtre on peut utiliser pour éliminer au maximum la perturbation N de t et conserver au maximum le signal utile X de t. Donc on voit qu'on aura intérêt à utiliser un filtre qui va garder une partie de X de t. Alors la plus grande partie de la puissance de X de t, on voit qu'elle est autour de entre 0 et quelques centaines de Hertz, hein, 500, 800 Hertz, ou le millier d'Hertz, et puis au contraire, au-delà de 1000 Hertz, on a intérêt à éliminer tout le signal, puisque au-delà de cette valeur-là, tout ça, c'est du bruit. Hein. Donc on va essayer de fabriquer un filtre qui va garder ce qui est entre les deux traits ici, et qui va éliminer tout ce que j'ai assuré. Voilà.
Alors, comme filtre, moi je vous propose d'utiliser un filtre très simple. Alors, ce n'est pas vraiment le filtre optimal qu'il faudrait utiliser. Par contre, il a l'intérêt de nous faire réviser ce que nous avons vu dans les séquences vidéo précédentes. Et d'autre part, il a l'avantage d'être très simple. Donc, nous allons utiliser un filtre H2T qui a comme réponse impulsionnelle un rectangle entre moins T0 sur 2 et T0 sur 2 et de hauteur 1 sur T0. On sait calculer, à partir de ce H2T là, on sait calculer le H de f. Nous l'avons vu dans les transformés de Fourier usuels. Le H de f, c'est sinus pi f T0 sur pi f T0. À quoi ça ressemble H de f? Bien, c'est le fameux sinus cardinal qui s'annule en 1 sur T0, 2 sur T0, moins 1 sur T0, moins 2 sur T0. Voilà. Donc nous allons utiliser ce filtre-là pour conserver le signal X et essayer d'éliminer au maximum le bruit N de T. Alors la question que l'on peut se poser maintenant, c'est comment va-t-on choisir le T0 de façon à ce que ce filtre-là garantisse un petit peu l'objectif, c'est-à-dire éliminer au maximum le bruit et conserver le signal. Alors si on trace le sinus cardinal, donc ça c'est le H de f, en module, si je trace la transmittance H de f de mon filtre en échelle logarithmique, eh bien je vais avoir un filtre en sinus cardinal qui s'annule tous les 1 sur T0. Et que va-t-on choisir pour 1 sur T0? Moi je vous propose de prendre 1 sur T0 égale 2000 Hz, ce qui fait que la durée T0 de notre filtre c'est 0,5 millisecondes. Donc on va utiliser un filtre rectangulaire qui a ces propriétés-là. Alors, quel filtre on va utiliser? Bon, bien sûr, attention, le filtre, il ne peut pas être entre moins T0 sur 2 et plus T0 sur 2 parce qu'il doit garantir la causalité. Donc, on va choisir, bien sûr, un filtre causal qui a comme réponse impulsionnelle un rectangle entre 0 et T0 de hauteur 1 sur T0 et bien sûr le T0 étant égal à 0,5 millisecondes de façon à ce que la fréquence, le premier zéro du filtre là se retrouve à 2000 Hz. Donc en utilisant ce filtre là, bon ici maintenant je vous ai dessiné sur cette diapo le filtre H de f mais en modulo carré, donc c'est pas H de f en module mais c'est H de f en modulo carré, donc on voit que il a un gain proche de 1 pour les basses fréquences et puis il a quand même une atténuation importante pour les fréquences plus élevées, donc on peut dire que grosso modo pour le millier d'hertz, il va laisser passer les fréquences et au-delà de 1000 Hz, il va commencer à atténuer pas mal toutes les fréquences de notre signal Y de T. Maintenant, nous allons nous intéresser au signal Z de T et notamment d'abord à son aspect au niveau spectral, donc à la densité spectrale de puissance du signal Z de T. Donc la densité spectrale de puissance du signal Z de T, elle est dessinée, elle est en noir sur le dessin, donc c'est, rappelez-vous, nous avons établi le résultat, c'est que la densité spectrale de puissance de Z, c'est la densité spectrale de puissance de Y multipliée par H de f en module au carré. Donc on voit bien que si vous prenez SY de f qui est la densité spectrale de puissance en rouge, que vous multipliez ça par H de f en module au carré qui est le filtre en magenta, eh bien vous obtenez la densité spectrale noire, la densité spectrale de puissance du signal Z de T. Ici, sur cette diapo, je vous ai mis superposé la densité spectrale de puissance en noir estimé par la simulation, donc c'est-à-dire estimé par la méthode du périodogramme en faisant le périodogramme sur le signal Z de T, et j'ai superposé la densité spectrale de puissance calculée théoriquement, c'est-à-dire en prenant SY de f et en multipliant analytiquement par C de f en modulo carré, et on s'aperçoit bien que SZ de f c'est bien égal à SY de f fois H de f en modulo carré. Au niveau temporel, que peut-on voir? Eh bien, au niveau temporel, on voit ici le signal Z de T qui est en noir.
Comparé au signal Y de t, on voit que le signal Z de t ressemble au signal de départ X de t. Il reste bien sûr encore des résidus de bruit, mais le signal Z de t se ressemble plus au signal X de t que le signal Y de t, qui est le signal rouge. Ainsi, si on observe ici, on reconnaît bien, on peut reconstituer assez facilement à partir du signal rouge le signal X de t, alors que c'est quand même beaucoup plus difficile si on observe le signal Y de t. Donc le filtre que nous avons utilisé, même si ce n'est pas un filtre optimal, il est suffisant pour éliminer suffisamment de bruit de façon à ce que le signal Z de t ressemble assez fortement au signal X de t. Si on regarde un petit peu quel est l'effet de ce filtre-là sur le signal X de t, eh bien, vous avez le signal X de t qui est filtré par une réponse impulsionnelle qui est celle-ci. Si vous reprenez les premières vidéos du début du MOOC, on a réalisé graphiquement des convolutions d'un signal X de t d'entrée par un filtre qui a une réponse impulsionnelle rectangulaire, et on observe bien que le signal de sortie X1 de t, qui est le signal X de t filtré par H de t, eh bien, ressemble bien à ce que l'on a vu graphiquement lorsqu'on a fait la convolution de rectangles avec d'autres rectangles. Alors, est-ce que ce filtre-là a conservé une grande partie de la puissance de X1? Bien oui, parce que si on mesure la puissance du signal X1 à la sortie du filtre, on voit que c'est 0,93 volts carrés, donc c'est-à-dire que entre la puissance de X, 1 volt carré, et la puissance du signal X filtré, on a simplement une petite perte. Pourquoi? Parce que notre filtre a conservé, si vous voulez, notre filtre a conservé une grande partie des premiers lobes de la densité spectrale de puissance de X, c'est-à-dire une grande partie de la puissance de X. La deuxième observation, c'est qu'en est-il du bruit N de t filtré par H de t? Donc vous avez en vert le bruit d'entrée, et vous avez en rouge le bruit N de t filtré par H de t. Donc là, on voit bien sûr que le bruit de sortie est beaucoup plus faible en puissance que le bruit d'entrée. Et si on calcule la puissance du bruit de sortie, on voit que la puissance du bruit de sortie, elle est beaucoup plus faible que la puissance du bruit d'entrée, puisqu'on passe de 4 volts carrés à une puissance de 0,2 volts carrés au niveau du signal N de t. Si on observe bien sûr la densité spectrale de puissance du signal N1, on voit bien sûr que la densité spectrale de N1, c'est la densité spectrale de N multipliée par H de f en modulo carré. Donc on voit bien que là, vous multipliez la densité spectrale de puissance de N, la courbe verte, par H de f en modulo carré, qui est la courbe magenta, et on obtient bien sûr la densité spectrale de puissance de sortie N1. Alors bien sûr, si on voulait calculer la puissance du bruit N, il faudrait intégrer la densité spectrale de puissance du bruit vert de moins l'infini à plus l'infini. Si on voulait calculer la puissance du bruit de sortie, il faudrait calculer l'intégrale de la densité spectrale de puissance du signal rouge. Donc on voit bien ici à l'œil que le signal rouge, il a une puissance beaucoup plus faible que le signal vert. Attention, hein, c'est une échelle logarithmique, donc là vous êtes à 10-4 et là on est à 10-8. Donc il y a une variation très importante, et donc on s'aperçoit numériquement que le bruit de sortie, il a une puissance beaucoup plus faible, 0,2, comparé à la puissance du bruit d'entrée. Ici, c'est simplement la mise en équation de ce que je viens de vous dire. Hein. Si vous voulez calculer la puissance du signal à la sortie, vous intégrez la densité spectrale de puissance du signal à la sortie, c'est-à-dire vous intégrez Sx de f fois h de f au modulo carré, ce qui fait 0,93. Vous faites pareil pour le bruit et vous trouvez 0,2. Voilà. Donc ça, c'est la mise en équation de ce que je viens de vous montrer graphiquement dans la diapo précédente. Dernière chose que nous allons voir, c'est la notion de rapport signal sur bruit. Donc rapport signal sur bruit, si vous parlez en anglais, c'est Signal to Noise Ratio, et donc je l'ai noté SNR dans la suite. Donc le SNR, c'est-à-dire le rapport signal sur bruit, c'est quoi? C'est la puissance du signal divisée par la puissance du bruit. Et donc nous allons calculer le rapport signal sur bruit en deux points, au point A et au point B, et on va voir que bien sûr le rapport signal sur bruit au point B est bien meilleur que le rapport signal sur bruit au point A. Alors quel est le rapport signal sur bruit au point A? Le rapport signal sur bruit au point A, c'est la puissance du signal 1,
puissance de x de t, divisé par la puissance du bruit n de t, c'est-à-dire 4, donc un quart, c'est le rapport signal sur bruit. Au point A, c'est 0,25. Quel est le rapport signal sur bruit au point B? C'est la puissance du signal filtré. On a vu qu'on passait de 1 à 0,93, divisé par la puissance du bruit filtré, et on a vu qu'on passait de 4 à 0,2. Donc le rapport signal sur bruit en sortie au point B, il est 4,65, donc on parle 4,61, excusez-moi, donc on passe d'un rapport signal sur bruit avant filtrage de 0,25, c'est-à-dire la puissance du signal est un quart et 0,25 fois plus faible que la puissance du bruit, à un rapport signal sur bruit au point B après filtre de 4,61. Une autre façon de calculer les rapports signal sur bruit, qui est souvent utilisé, c'est de les calculer en décibels. Et donc le rapport signal sur bruit au point A en décibels, c'est 10 log en base 10 du rapport signal sur bruit linéaire au point A. Et donc on trouve moins 6 dB au point A et on trouve 6,63 dB au point B. En conclusion, je vous ai présenté ici une analyse d'une chaîne de transmission, d'une chaîne où on transmet un signal qui est une suite de 0 et de 1 bruité avec un filtre qui élimine le bruit. On a vu que le bruit était un bruit gaussien parce qu'on a tracé son histogramme. On a vu que on pouvait avoir une information sur la richesse spectrale de nos signaux en utilisant la notion de densité spectrale de puissance calculée ou estimée avec la méthode du périodogramme. On a vu bien sûr que les relations entrée et sortie au niveau densité spectrale de puissance étaient respectées, et bien sûr on a vu un petit exemple de comment on pourrait dimensionner notre filtre pour éliminer un maximum de bruit tout en gardant le maximum de puissance au niveau de notre signal utile, et on a introduit la notion de rapport signal sur bruit. Donc cette séquence vidéo conclut un petit peu toutes les séquences vidéo de la première partie qui sont dédiées aux signaux en temps continu, et c'est un petit peu un résumé de tout ce qu'on a vu au niveau filtrage, au niveau spectral, au niveau signaux aléatoires, au niveau densité de probabilité. Voilà. Je vous remercie de votre attention.